Maintenant que nous savons les cellules de la rétine qui sont sensibles à la lumière, nous allons voir comment se fait la transmission de l'information lumineuse vers les noyaux suprachiasmatiques qui constituent l'horloge biologique centrale. Alors, la stimulation lumineuse, soit directement ou indirectement, arrive au niveau des cellules ganglionnaires et grâce à la voie rétino-hypothalamique, qui est une voie photique mais non visuelle, c'est-à-dire qui n'intervient pas dans la formation de l'image, informe les noyaux suprachiasmatiques et synchronise leur cycle circadien avec le rythme nictéméral. Ce rythme, qui est maintenant synchronisé par la lumière externe, synchronise à son tour les cycles périphériques. Pour comprendre comment se fait ce contrôle, il faut d'abord connaître le rouage moléculaire de l'horloge biologique. Ainsi, les rouages moléculaires des horloges biologiques des différentes espèces s'appuient toutes sur des boucles de rétroaction négative où les protéines reviennent dans le noyau pour inhiber leur propre production. Schématiquement, le point de départ de cette boucle, ce sont des gènes, donc des bouts d'ADN qui par transcription fournissent des plans sous forme d'ARN messager pour fabriquer des protéines dans le cytoplasme par les ribosomes. Mais alors que la plupart des protéines demeurent habituellement dans le cytoplasme où elles remplissent différentes fonctions, celles qui sont impliquées dans l'horloge biologique et qu'on appelle gènes horloge pour cette raison, quand elles arrivent à une certaine concentration cytoplasmique, retournent dans le noyau où se trouve l'ADN et se fixent sur le gène qui les a produites et arrêtent l'activité de leur propre gène. Les protéines sont alors de moins en moins fabriquées, si bien qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de protéines qui retournent dans le noyau pour empêcher leur production et un nouveau cycle recommence. On sait aussi que plusieurs gènes impliqués dans l'horloge biologique sont bien conservés et se retrouvent chez de nombreuses espèces. D'autre part, on retrouve parfois plusieurs types d'un gène donné chez une même espèce, comme les 3 types de gènes période, PER1, PER2 et PER3, et les 2 types du gène cryptogramme, CRE1 et CRE2, dans les neurones des noyaux suprachiasmatiques humains. Plusieurs modèles de boucles de rétroaction de l'expression des gènes horloges au niveau des noyaux suprachiasmatiques ont été proposés et qui sont plus ou moins complexes selon l'avancée de la recherche, qui met en évidence de plus en plus de gènes horloges avec toujours plusieurs interactions très complexes. J'ai choisi ce modèle qui est assez simple, juste pour que vous compreniez le principe de cette autorégulation du cycle circadien au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Chez les mammifères, les gènes période et cryptogramme sont activés par des facteurs clock et BMAL1. Une fois traduits en protéines dans le cytoplasme, ces complexes PER et CRE et PER-PER reviennent dans le noyau et inhibent la transcription régulée par clock BMAL1 et donc leur propre expression. Alors, selon ce modèle, un dimère clock BMAL1 est formé dans le noyau à partir d'un gène BMAL1 à transcription cyclique et le gène clock apparemment non cyclique. Ce dimère clock BMAL1 agit comme stimulateur de la transcription des gènes possédant des EBOX, les gènes période, c'est-à-dire PER1, PER2, PER3,
et cryptogramme CRE1 et CRE2 possèdent effectivement les e-box dans leur promoteur. Les protéines pair et CRE, après leur synthèse, se dimérisent, c'est-à-dire forment des complexes pair-pair ou pair-CRE dans le cytoplasme et reviennent à leur tour dans le noyau et répriment l'activité transcriptionnelle de bémol 1 d'une part et empêchent la formation de complexes clock bémol 1 d'autre part. La dégradation ou la stabilité des protéines et des dimères dans le cytoplasme sont dépendantes en particulier de phosphorylation par diverses kinases, notamment les caséines kinases. Ce mécanisme concerne les gènes horloges. Or, le dimère clock bémol 1 stimule généralement la transcription de nombreux autres gènes possédant des e-box. Ces gènes sont dits gènes contrôlés par l'horloge et assurent les sorties physiologiques de celle-ci. Alors, cette boucle de rétroaction complexe subit l'influence de la lumière extérieure responsable de la synchronisation avec le cycle jour-nuit. Suite à une stimulation lumineuse qui modifie une molécule photosensible, on observe ainsi une augmentation de la production de PER1 et PER2 dans les noyaux suprachiasmatiques, ce qui induit des changements dans la progression de la boucle. Ainsi, nous allons trouver cette synchronisation du noyau suprachiasmatique par la lumière externe. On se demande alors par quel mécanisme la lumière contrôle-t-elle la synchronisation des noyaux suprachiasmatiques. La lumière est d'abord capturée par les cellules ganglionnaires rétiniens. Puis, les terminaisons nerveuses du tractus rétino-hypothalamique libèrent le glutamate qui active selon le moment jour ou nuit une voie de signalisation calcique. Le PACAP et la protéine P modulent l'action de ce glutamate. Cette voie de signalisation active la phosphorylation de la protéine CREB et CREB phosphorylée en interaction directe avec CRE située sur la région promotrice de chaque gène est supposée activer l'expression de PER1 et PER2 indépendamment de clock et bémol 1. Pour simplifier, on peut supposer qu'en obscurité, les noyaux suprachiasmatiques sont en libre cours. Ainsi, on a un rythme circadien basé sur la régulation circadienne assurée par les gènes horloges seuls. Alors que lorsque l'œil reçoit une stimulation lumineuse, elle va entraîner une activation de la voie de signalisation calcique des cellules des noyaux suprachiasmatiques et permet la modification de la régulation circadienne par une modification de la transcription des gènes horloges par l'activation du complexe CREB-CRE. La lumière est traduite en un signal neuronal par les cellules ganglionnaires dont la rétine est transportée vers le noyau suprachiasmatique le long du tractus rétino-hypothalamique, entraînant la libération du neurotransmetteur glutamate, de la substance P et du PACAP au niveau des neurones du corps du noyau suprachiasmatique. Le glutamate active les récepteurs NMDA, provoquant ainsi un flux de calcium qui active les kinases telles que la protéine kinase activée par un mitogène MAPK, entraînant la phosphorylation de CREB
et ce crêpe phosphorylé est activé se lie au CRE dans la région promotrice du PER1 et PER2, activant ainsi leur transcription. Les neurones du corps du noyau suprachiasmatique communiquent avec les neurones de la partie shell de ce noyau ayant leur propre rythme en utilisant une variété de neurotransmetteurs, y compris le peptide intestinal vasoactif, le VIP, le GRP et la substance P. De plus, presque toutes les cellules du noyau suprachiasmatique sont GABAergiques. Les noyaux de la partie shell du noyau suprachiasmatique contient des horloges moléculaires entraînées par une boucle de traduction autorégulée. Clock et bémol se démérisent et se lient au E-box dans la région promotrice des gènes période et des gènes cryptochromes et puis des gènes REV-RBA qui activent leur transcription. À mesure que les protéines PER et CRY s'accumulent dans le cytoplasme, elles se dimérisent et reviennent vers le noyau où elles inhibent l'activité de clock bémol 1, inhibant ainsi leur propre transcription. En plus, la transcription de bémol 1 est régulée par REV-RBA. Les neurones du shell du noyau suprachiasmatique communiquent avec des cibles périphériques utilisant la vasopressine et le GABA comme neurotransmetteurs. Enfin, plusieurs modèles de l'organisation générale des rythmes biologiques ont été proposés. Il faut savoir qu'un rythme peut être synchronisé par deux, voire plusieurs autres rythmes qui peuvent être primaires ou secondaires, forts ou faibles, etc. Parmi les modèles, nous pouvons citer ces trois modèles A, B et C. Le modèle A, il est très hiérarchisé, c'est-à-dire il y a un seul oscillateur central qui impose son rythme sur les autres systèmes qui n'en possèdent pas. Le modèle B, il y a toujours un oscillateur central qui impose son rythme sur les autres systèmes où chacun possède son propre rythme, mais pas d'interaction entre ces différents rythmes. C'est le cas du rythme cardiaque par exemple. Le modèle C, il ne présente pas d'oscillateur central et tous les systèmes possèdent un rythme individuel mais qui interagissent les uns sur les autres. Ce modèle il est très peu probable car il ne présente pas d'oscillateur central. Mais la question reste posée, s'agit-il d'un autre modèle beaucoup plus complexe? Sur ce, je termine mon cours et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance.